vous n'êtes pas comme les autres. La plupart des gens auraient simplement détourné le regard sans demander leur reste. Mais elle n'a pas pu. Et ce qui s'est passé ensuite a révélé une vérité que personne n'attendait. C'était une nuit de pluie torrentielle à Paris. Marina, PDG d'un empire économique et femme d'affaires de 42 ans, rentrait d'une énième réunion stratégique. Un de ces déluges tropicaux qui vous donnent envie de vous réfugier chez soi, de verrouiller la porte et de faire comme si le monde extérieur n'existait plus. Les rues étaient désertes, à l'exception de ceux qui n'avaient d'autre choix que d'affronter la tempête. Et c'est alors qu'elle a vu quelque chose qui l'a paralysée. Découvrez la femme qui a bâti un empire de zéro. Quelqu'un qui a toujours été fier de sa capacité à lire les gens, à voir au-delà des apparences, confortablement installé sur le siège en cuir de sa Mercedes, quelque chose à l'extérieur de la vitre embuée a attiré son attention d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Un garçon. Il ne pouvait pas avoir plus de 15 ans. Trempé jusqu'aux os, tremblant dans le froid de la nuit, tenant une boîte en carton improvisée au-dessus de sa tête. Mais ce n'était pas cela qui l'avait paralysé. C'était ce qu'il tenait dans ses bras. Le garçon était agenouillé sur le trottoir, essayant désespérément de protéger les enfants de la pluie avec son propre corps maigre. La boîte en carton était déjà trempée, en train de s'effondrer. Les larmes des bébés se mélangeaient à l'eau de pluie sur leurs petits visages rouges. « S'il vous plaît !» criait-il aux voitures qui passaient. « S'il vous plaît, n'importe quoi. Ils ont faim. S'il vous plaît. » Marina sentit son cœur se serrer. Elle avait vu la pauvreté auparavant. Elle avait vu le désespoir. Mais ça, c'était différent. Quelque chose était profondément mauvais dans cette scène. La plupart des gens auraient jeté quelques pièces par la fenêtre et seraient passés leur chemin. Conscience soulagée. Retour à la vie confortable. Mais Marina ne pouvait pas détourner les yeux, parce qu'il y avait quelque chose chez ce garçon, dans la façon dont il regardait nerveusement autour de lui, dans la façon dont il tenait les bébés avec tant de soin, tant de protection. Ce n'était pas simplement un mendiant poussé par le désespoir. Il y avait dans ses gestes quelque chose de méticuleusement orchestré, une routine presque rodée. Et elle, avec son flair inné pour décrypter les gens, avait immédiatement perçu cette singularité. Et puis elle prit une décision qui allait faire voler en éclats toutes les certitudes établies. « Arrêtez la voiture !» dit-elle au chauffeur. « Madame, arrêtez, maintenant. » Le chauffeur obéit, se garant à quelques mètres de distance. Marina ouvrit la portière, sentant la pluie froide frapper son visage. Elle prit son sac, sortit quelques grosses coupures et marcha jusqu'au garçon. Quand il la vit s'approcher, ses yeux s'écarquillèrent. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un sorte de la voiture. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne jusqu'à lui. « Tenez !» dit Marina en tendant l'argent. « Pour les bébés. » Le garçon prit les billets d'une main tremblante. « Merci, merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. » Mais Marina ne se retourna pas pour partir. Au lieu de cela, elle s'accroupit, regardant directement dans les yeux marrons du garçon. Des yeux qui semblaient trop vieux pour ce jeune visage. « Ah, comment tu t'appelles ?» Hésitation. « Raphaël, madame. »« Et ses bébés ? À qui sont-ils ?»« Mais ses frères. »« Ma mère. Elle est malade. Elle ne peut pas travailler. C'est moi qui m'en occupe. » Mensonge. Ou peut-être vérité mélangée à mensonge. Marina ne savait pas exactement, mais son instinct, ce même instinct qui avait fait d'elle l'une des femmes les plus riches du pays, criait qu'il y avait beaucoup plus dans cette histoire. « Où habites-tu, Raphaël ?» Le garçon déglutit. Ses yeux fuyaient les siens. « Loin d'ici. Je dois y aller maintenant. Merci pour l'argent. » Il se leva rapidement, ajustant les bébés dans ses bras avec une habileté qui révélait de la pratique. Beaucoup de pratique. Et puis il commença à marcher, rapidement, regardant derrière lui tous les quelques pas comme s'il avait peur d'être suivi. Marina retourna à la voiture. Mais quand le chauffeur commença à conduire, elle dit quelque chose qu'elle-même ne s'attendait pas à dire. « Suivez ce garçon, lentement, gardez vos distances. »« Madame, vous m'avez entendu, suivez-le. » Et c'est ainsi que commença un voyage qui l'emmènerait dans des endroits qu'elle n'avait jamais imaginés. Parce que Marina savait que quelque chose ne collait pas dans cette scène, et elle ne pourrait pas simplement passer son chemin sans découvrir la vérité. Raphaël marcha pendant plusieurs pâtés de maison. La pluie continuait à tomber implacablement. Les bébés finirent par arrêter de pleurer, épuisés, endormis contre la poitrine humide du garçon. Marina observait de l'intérieur de la voiture chauffée, son cœur partagé entre l'admiration pour son dévouement et une inquiétude croissante. Le garçon était très organisé, très prudent. Il s'arrêtait à des coins de rue spécifiques, regardait autour de lui, ajustait les bébés. Ce n'était pas le comportement chaotique de quelqu'un de désespéré. C'était presque comme une routine. Il l'a déjà fait auparavant, murmura Marina pour elle-même, plusieurs fois. Et ce qu'elle était sur le point de découvrir changerait complètement sa compréhension de tout. Après 20 minutes de marche, Raphaël tourna dans une rue plus calme. Des maisons modestes, certaines avec des lumières allumées, d'autres déjà sombres pour la nuit. Il s'arrêta devant une petite maison,
aux murs écaillés, mais avec des fleurs à la fenêtre. Une faible lumière brillait à travers les rideaux. Marina observa pendant qu'il ouvrait la porte, sans frapper, sans hésiter, comme si c'était sa maison. Il entra, et pendant un bref instant, avant que la porte ne se referme, elle vit une silhouette à l'intérieur. Une femme plus âgée. Grand-mère? Mère? Elle ne put pas bien voir. « Que faisons-nous maintenant, madame ?» demanda le chauffeur. Marina resta silencieuse, réfléchissant. Les bébés étaient dans cette maison. Avec qui? Pourquoi? Si Raphaël mendiait vraiment pour subvenir aux besoins de sa famille, pourquoi toute cette mise en scène? Pourquoi les bébés n'étaient-ils pas simplement à l'intérieur de la maison, en sécurité et au sec? Et puis quelque chose d'encore plus étrange se produisit. 5 minutes plus tard, Raphaël sortit de la maison, seul. Les bébés avaient disparu. Il jeta un regard circulaire, rabattit la capuche de son sweatshirt détrempé et reprit sa marche. Retour vers le centre-ville. Retour vers l'agitation des rues. Mais maintenant sans les bébés. Maintenant, c'était juste un adolescent marchant sous la pluie. Rien de spécial. Rien qui ferait s'arrêter les gens. Rien qui générerait une compassion immédiate. Et soudain, Marina a compris. Les bébés n'étaient qu'un dispositif. Un spectacle finement orchestré pour émouvoir les passants. Pour susciter exactement la réaction qu'il avait obtenue d'elle, s'arrêter, compatir, donner. Mais qui était derrière tout ça? Qui utilisait ces enfants innocents? Qui forçait Raphaël à faire ça? Ou peut-être qu'elle supposait trop de choses. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'elle ne voyait pas? « Retournez à cette maison !» ordonna Marina. « Maintenant, madame ?»« Maintenant. » Le chauffeur a fait demi-tour et est revenu dans la rue tranquille. La petite maison avait toujours la lumière allumée. Marina la regardait, son cœur battant fort. Elle savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne. Ce n'était pas simplement donner de l'argent. C'était envahir la vie de quelqu'un, enquêter, interférer. Mais et si ces bébés étaient réellement en danger? Et si Raphaël n'était qu'une victime, exploitée sans pitié? Et si? Et si? Et si? Un cyclone de questions tourbillonnait dans son esprit. L'idée lui traversa la tête de partir, tout simplement. Abandonner. Appeler les autorités le lendemain matin et faire comme si de rien n'était. Mais elle ne pouvait pas, parce qu'il y avait quelque chose dans les yeux de Raphaël, quelque chose qu'elle reconnaissait. Du désespoir, oui, mais aussi de la détermination, aussi de l'amour. Il n'était pas forcé. Où l'était-il? Comment savoir sans demander? Marina rouvrit la portière. La pluie s'était muée en une bruine légère, mais un froid cinglant persiste. Elle s'avança vers la maison, ses chaussures de luxe s'enfonçant dans la boue. Un instant, elle resta pétrifiée. Comment formuler sa démarche? « Bonjour, j'ai filé votre fils durant 20 minutes et je cherche à comprendre. » L'idée paraissait absurde, totalement déplacée. Mais les alternatives semblaient pires. Ignorer, faire semblant de ne pas avoir vu. Retourner dans son manoir et oublier qu'il existe des gens qui luttent pour survivre à quelques kilomètres de là. Non. Elle ne ferait pas ça. Marina a pris une profonde inspiration et a frappé à la porte. Silence pendant quelques secondes. Puis, des pas lents. La porte s'est ouverte avec un grincement, révélant une femme d'environ 60 ans. Cheveux grisonnants attachés en un chignon désordonné. Visage fatigué, ridé non seulement par l'âge, mais par le poids de soucis que Marina ne pouvait qu'imaginer. La femme a regardé Marina de haut en bas. Vêtements coûteux, posture confiante, clairement pas quelqu'un du quartier. « Je peux vous aider ?» demanda la femme, sa voix sur la défensive. Marina a choisi ses mots soigneusement. « J'ai suivi un garçon jusqu'ici, Raphaël. Il avait 2 bébés. J'ai besoin de savoir s'ils sont en sécurité. » La femme ne sembla pas surprise, ni hostile, juste fatiguée, comme si elle avait déjà eu cette conversation auparavant. « Vous n'êtes pas la première à demander, » dit-elle calmement. Et puis, quelque chose que Marina n'avait jamais attendu s'est produit. La femme a ouvert la porte complètement et a dit « Vous devriez voir par vous-même. » La maison était simple, modeste, mais il y avait de la chaleur là, de la propreté, du soin. Dans le coin du petit salon, 2 berceaux improvisés. À l'intérieur, les 2 bébés qu'elle avait vus sous la pluie, maintenant profondément endormis, tranquilles, protégés, couverture propre, biberons organisés sur la petite table à côté. Marina s'était attendue à trouver une opération criminelle. De la saleté, de la négligence, de l'exploitation. Mais ça ne ressemblait pas à un lieu d'exploitation. Ça ressemblait à un foyer. « Ce sont les bébés de ma fille », commença la grand-mère, la voix tremblant légèrement. « Elle est morte en couche il y a 3 mois. Des complications que nous n'avons pas pu payer pour traiter à temps. » Elle marqua une pause, les yeux fixés sur les enfants endormis. « Le garçon que vous avez vu, c'est mon fils, l'oncle de ces bébés. » Marina sentit le sol bouger sous ses pieds. Pendant ces années à bâtir un empire, elle avait fièrement développé la capacité de lire les gens, de séparer la vérité de la manipulation, de voir à travers les masques que les gens portent.
Mais là, dans cette maison modeste, toutes ces certitudes se sont effondrées en une seconde. Le garçon n'exploitait pas ses enfants. Il les sauvait. La grand-mère continua, s'asseyant lourdement sur une vieille chaise. « Je suis trop vieille pour travailler à temps plein. J'ai des problèmes de santé. Je vis avec une pension minimale qui paie à peine la nourriture. Quand ma fille est morte et a laissé ses 2 petits anges, sa voix s'est brisée. Nous n'avions pas le choix. Quelqu'un devait mettre de la nourriture sur la table. Quelqu'un devait s'assurer que nous ne perdions pas cette maison. » À ce moment, la porte s'est ouverte à nouveau. Le garçon est entré, encore mouillé de la pluie, les yeux fatigués. Quand il a vu Marina assise dans le salon de sa maison, il s'est figé. La peur et la confusion ont brillé dans son visage trop jeune pour porter tant de poids. « Tout va bien », s'empressa de dire la grand-mère. Elle voulait juste savoir si les bébés étaient en sécurité. Le garçon ne s'est pas détendu. Ses épaules sont restées tendues, la défensive toujours présente dans chaque muscle de son corps maigre. Marina l'observa avec un regard nouveau. Ce n'était pas un exploiteur. Ce n'était pas un criminel. C'était un enfant forcé de devenir adulte avant l'heure. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle doucement. « 15 ans, répondit-il, la voix basse. J'ai eu 15 ans le mois dernier. 15 ans. Et sur ses épaules, la responsabilité de 2 bébés et d'une grand-mère malade. » La grand-mère poursuivit le récit que le garçon n'avait manifestement pas le courage de raconter. Il a quitté l'école il y a 2 mois. Il a dit qu'il devait travailler. Des larmes lui montèrent aux yeux. Mais quel travail peut bien trouver un enfant de 15 ans, sans expérience, sans diplôme, sans aucune ressource? Marina pensa à son propre empire, aux centaines d'employés, au processus de recrutement rigoureux, exigences, certifications, expérience minimale. Toutes ces barrières qui ont du sens dans le monde de l'entreprise, mais qui construisent des murs infranchissables pour des gens comme Raphaël. Alors, il a fini par tendre la main. Marina acheva, comprenant enfin toute l'histoire. Ce n'est pas mendier. Le garçon l'interrompit, une étincelle de fierté blessée dans ses yeux. Je travaille. Je sors aux heures de pointe, quand les gens sont plus disposés à aider. Et je m'occupe d'eux. Il désigna les bébés, tous les soirs. Je change les couches. Je prépare les biberons. Je les fais dormir. Pendant que grand-mère se repose. La grand-mère se couvrit le visage de ses mains. Il est trop jeune pour ça. Mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons personne. Nous n'avons rien. Marina sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. La réalité se dévoilait dans toute sa crudité. Le garçon travaillait dans la rue aux heures de pointe, rentrait ensuite pour veiller sur les bébés toute la nuit, permettant à sa grand-mère, épuisée et souffrante, de grappiller quelques heures de répit. Puis le cycle reprenait, jour après jour, sans école, sans enfance, sans la moindre lueur d'espoir. C'était comme une roue de hamster. Plus il courait, plus il restait au même endroit. Et plus le temps passait, plus le trou devenait profond. « Vous n'avez pas cherché de l'aide » Marina demanda, sachant que c'était une question évidente, mais ayant besoin d'entendre la réponse. L'aide sociale? Des programmes gouvernementaux? Le regard que lui lança la grand-mère était empreint d'une douleur indicible. Nous avons tout essayé. Dieu est témoin que nous avons tout tenté. La liste d'attente a des mois de retard. Le garçon expliqua, la voix amère pour quelqu'un de si jeune. Ils ont dit qu'ils nous appelleraient, éventuellement, mais en attendant, la fin n'attend pas. Le loyer n'attend pas. Et il y avait un autre problème, la grand-mère ajouta, la voix tremblante. Ils ont menacé de prendre les bébés, de les placer dans des foyers temporaires, séparés, dans des familles différentes. Non, le garçon dit avec une détermination féroce, les poings serrés. J'ai promis à ma sœur, à l'hôpital, avant qu'elle. J'ai tenu sa main et j'ai promis que je prendrais soin des garçons, qu'ils grandiraient ensemble, qu'ils seraient une famille. Ces mots sortirent comme un vœu sacré. Je ne laisserai pas qu'on les prenne. Je ne laisserai pas qu'on les sépare. Marina sentit des larmes piquer ses propres yeux. Ce n'était pas une simple histoire de sauvetage. Il n'y avait pas de méchant clair contre qui se battre. L'ennemi était le système lui-même. La bureaucratie qui bougeait trop lentement. Les politiques qui séparaient les familles au lieu de les soutenir. La pauvreté qui forçait les enfants à devenir des pourvoyeurs. Tout ce qu'elle avait supposé était faux. Ses conclusions, erronées. Ses jugements, précipités. Mais sa compassion initiale, cette première impulsion de se soucier quand elle avait vu un garçon sous la pluie protégeant 2 bébés, cela était juste. Elle ne savait simplement pas encore à quel point ce trou de besoin était profond. Marina se pencha en avant, les mains entrelacées. Et s'il y avait un moyen de changer ça? Une façon de vous garder ensemble tout en obtenant le soutien dont vous avez besoin? Le garçon la fixa avec des yeux qui avaient déjà vu beaucoup de promesses brisées. Tout le monde dit ça. Ensuite, ils s'en vont et oublient. Elle ne pouvait pas le blâmer pour sa méfiance. Combien de personnes s'étaient arrêtées, avaient redonné quelques pièces, s'étaient senties bien dans leur peau et étaient passées à autre chose. Combien avaient promis de revenir et n'étaient jamais revenus. La grand-mère, cependant, semblait vouloir croire. Elle se pencha en avant,
l'espoir luttant contre des années de déception. Qu'est-ce qui aiderait vraiment? À long terme, la stabilité, Marina dit pensivement. Pas seulement de l'argent. Vous avez besoin d'un vrai soutien. Des soins pour les enfants pour que vous puissiez respirer. Un moyen pour lui de retourner à l'école sans que vous perdiez le revenu. Une protection légale pour garantir que personne ne sépare cette famille. La grand-mère acquiesça vigoureusement, les larmes coulant maintenant. Oui, exactement ça. Mais où trouvons-nous ça? Qui se soucie assez pour faire plus que donner l'aumône et avoir pitié? Avant que Marina ne puisse répondre, le garçon l'interrompit, sa voix dure, et de l'argent. Soyons honnêtes. Le loyer est dû dans une semaine. Si nous ne payons pas, nous serons expulsés. Et alors, peu importe si quelqu'un se soucie ou non, nous serons dans la rue. L'urgence de la situation frappa Marina comme un coup de poing. Elle avait passé la matinée à négocier des contrats de millions, à discuter de stratégies trimestrielles, à planifier des expansions qui prendraient des années à se concrétiser. Mais ici, ce n'était pas question de créer un beau plan de soutien à long terme. Il y avait une bombe à retardement qui comptait chaque seconde. Une semaine, 7 jours. Et alors cette famille, déjà si fragile, se briserait complètement. Elle regarda les bébés dormant paisiblement, inconscients de la crise qui se déroulait autour d'eux. Regarda la grand-mère, courbée par le poids de pertes qu'aucune mère ne devrait porter. Regarda le garçon de 15 ans avec des yeux de 40, et prit une décision qu'elle savait qui changerait tout. « Je ne peux pas simplement m'en aller », dit-elle, plus pour elle-même que pour eux. « Je ne peux pas prétendre que je n'ai pas vu, que je ne sais pas. » Le garçon croisa les bras, toujours sur la défensive. « Alors qu'allez-vous faire? Donner de l'argent et sentir que vous avez sauvé la journée? » « Non, répondit-elle fermement. Je dirige une fondation. Nous existons exactement pour des situations comme celle-ci. Pour les familles que le système est en train d'abandonner. Pour les enfants forcés de grandir trop vite. Pour les bébés qui méritent mieux que des berceaux de fortune et un revenu d'aumône. » Quelque chose brilla dans les yeux de la grand-mère. De l'espoir. Un espoir dangereux, douloureux. Mais Marina continua, en toute honnêteté. « Cependant, je dois faire les choses correctement. Tout vérifier. Impliquer les canaux appropriés. Garantir des protections légales pour que personne ne puisse vous enlever ces bébés. Vous connecter à de vrais services, pas seulement promettre et disparaître. Combien de temps cela prend-il » demanda le garçon, la suspicion encore lourde dans sa voix. « Une semaine, dit-elle. Donnez-moi une semaine. Faites-moi confiance pendant 7 jours. » Le silence qui suivit fut pesant. Le garçon regarda la grand-mère. La grand-mère regarda les bébés. Marina attendit, sachant qu'elle demandait quelque chose d'immense. La confiance. De la part de gens qui avaient appris de la manière la plus dure que faire confiance fait mal. Que les belles paroles s'évaporent quand la réalité frappe à la porte. Que les promesses sont faciles à faire et encore plus faciles à briser. Tout le monde dit ça, répéta le garçon, mais sa voix était plus faible maintenant, plus fatiguée, comme si une partie de lui voulait désespérément y croire, mais avait déjà trop de cicatrices. Ils disent « Faites-moi confiance » et ensuite ils oublient. Ensuite, ils continuent leur vie et nous restons ici, toujours affamés, toujours effrayés, toujours seuls. Marina soutint son regard. « Je sais que vous n'avez aucune raison de me croire. Je sais que je ne suis qu'une personne de plus qui est apparue et a fait des promesses. Mais je vous le demande quand même. 7 jours. Donnez-moi une semaine, et je vais prouver que certaines personnes tiennent parole. » La grand-mère toucha doucement le bras du garçon. « Mon fils, qu'avons-nous à perdre? Si elle ne revient pas, nous serons dans la même situation. Mais si elle revient, et si elle pouvait vraiment nous aider ?» Le garçon regarda les bébés, ses neveux, les enfants pour lesquels il avait sacrifié sa propre enfance, la promesse qu'il avait faite à sa sœur mourante. Et quelque chose en lui se brisa. Juste un peu. Assez pour laisser entrer un fil d'espoir. « Une semaine ?» dit-il finalement, la voix rauque. « Mais quand vous ne reviendrez pas, quand ce ne sera qu'une promesse brisée de plus, je m'en souviendrai. Et je ne ferai plus jamais confiance à personne. » C'était un accord chargé de douleur et de désespoir. Mais c'était un accord. Marina se leva, sachant que le compte à rebours avait déjà commencé. 7 jours pour mobiliser sa fondation. 7 jours pour trouver de vraies solutions à des problèmes systémiques. 7 jours pour prouver qu'elle était différente de toutes les autres personnes qui étaient au passé et avaient y continué leur chemin. « Je reviendrai », promit-elle, regardant chacun d'eux. Avec une aide réelle. Avec un vrai changement. 7 jours. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Le garçon se tenait maintenant à côté des berceaux, une main protectrice sur chaque bébé endormi. La grand-mère l'observait, les mains jointes comme en prière. Une famille brisée par le système, maintenue ensemble uniquement par la pure force de volonté d'un enfant. Alors qu'elle sortait sous la pluie, une question résonnait dans son esprit. Pourrait-elle tenir cette promesse? Pourrait-elle résoudre en une semaine ce que le système avait échoué à faire en des mois? La vie de cette famille en dépendait.
La foi de ce garçon en ce monde en dépendait, et le compte à rebours était lancé. Les 7 jours passèrent. Marina retourna à cette maison. Mais cette fois, elle n'était pas seule. À ses côtés, une assistante sociale, un conseiller juridique et une spécialiste de la protection de l'enfance, toute l'équipe de sa fondation. La voiture s'arrêta devant le portail de cette humble maison, et pendant un moment, elle sentit son cœur s'accélérer. Et si c'était trop tard? Et si la promesse qu'elle avait faite ne pouvait plus être tenue? Car ce qu'elle allait leur proposer dépassait largement une simple aide financière. C'était un soutien inédit, jamais offert à une famille dans pareille situation. La porte s'ouvrit lentement. La grand-mère apparut, le visage marqué par un mélange d'espoir et de peur. Ses yeux passèrent de Marina à l'équipe à ses côtés, essayant de déchiffrer ce que cela signifiait. Derrière elle, le garçon apparut, les mains dans les poches, le regard prudent mais désespéré de croire. Pendant 7 jours, il avait retenu son souffle, essayant de ne pas créer d'attente, mais échouant lamentablement. Combien de fois des gens avaient-ils promis d'aider et simplement disparu? Marina fit un pas en avant. Il n'y avait plus de doute dans sa voix, seulement une détermination absolue. « Je vous ai dit de me faire confiance. Et voici ce que nous allons faire. » Ce qu'elle révéla dans les minutes qui suivirent ne fut pas un chèque. Ce ne fut pas de la charité temporaire. Ce ne fut pas la solution de 5 minutes que les gens riches donnent habituellement pour se sentir bien dans leur peau. Ce fut un plan systématique, complet, qui attaquait chaque racine de ce problème. D'abord, la stabilité immédiate. Le loyer payé pour les 6 prochains mois. Sans la menace d'expulsion planant au-dessus de leur tête, la famille pouvait enfin respirer. Mais ce n'était que le début. La grand-mère avait besoin de repos, et les bébés avaient besoin de soins professionnels. La solution? Une garde d'enfants professionnelle, 4 jours par semaine. Non pas pour supplanter la grand-mère, mais pour alléger son fardeau, lui permettre d'être simplement grand-mère, et non une infirmière à bout de souffle. Pour que le garçon puisse retrouver son rôle d'oncle, et cesser d'être un adolescent contraint de porter le poids d'une famille entière. Et son avenir à lui? Il serait réinscrit à l'école. Pas seulement ça, il y aurait un soutien scolaire pour rattraper le temps perdu. Des bourses d'études étaient déjà en cours de négociation. Son éducation ne serait pas un luxe impossible. Ce serait une réalité garantie. La partie légale, compliquée mais essentielle. La garde serait formalisée, avec la grand-mère comme tutrice légale et le garçon comme co-responsable des soins. Pas de procédure bureaucratique qui traînerait de la famille pendant des mois d'incertitude et de menaces de séparation. Tout documenté, tout protégé, tout légal. Et les bébés? Inscrits dans un programme pédiatrique complet. Consultations régulières, vaccins, suivi du développement. Pour la première fois depuis leur naissance, ils recevraient les soins médicaux que tout enfant mérite. Le garçon la regarda, les yeux embués, la voix tremblante. « Pourquoi faites-vous cela ?» Elle prit ses mains. « Parce que tu ne devrais pas avoir à choisir entre ton enfance et ta famille. Et parce que les systèmes qui imposent ce choix doivent être détruits. » Ce n'était pas de la pure charité. C'était une intervention systémique qui visait à déraciner les causes profondes de la pauvreté, bien au-delà du simple traitement des symptômes. La plupart des gens donnent un poisson, d'autres enseignent à pêcher. Mais Marina, elle, allait plus loin. Elle transformait l'océan tout entier. Dans les mois qui suivirent, tout changea. Le garçon, qui errait autrefois dans les rues avec des bébés dans les bras sous la pluie, portait maintenant un uniforme scolaire. Il s'asseyait dans des salles de classe, absorbant les connaissances qui lui avaient été volées. Il étudiait le soir, non pas parce qu'il devait planifier le prochain quart de mendicité, mais parce qu'il pouvait enfin rêver d'un avenir. Ses cahiers se remplissaient de notes. Ses examens affichaient des résultats qui surprenaient même les professeurs. Il avait été forcé de grandir trop vite, mais cette maturité jouait maintenant en sa faveur. La grand-mère, qui portait auparavant le poids écrasant de s'occuper de jumeaux seule, alors que son corps implorait le repos, riait maintenant. Elle jouait avec les bébés sans l'épuisement planant sur chaque mouvement. Quand l'aide professionnelle arrivait, elle ne ressentait pas de culpabilité. Elle ressentait du soulagement. Le soulagement qu'il y avait enfin du soutien, qu'elle ne luttait plus seule contre un système qui l'avait abandonnée. Le garçon venait toujours, mais maintenant en tant qu'oncle, pas en tant que seul pourvoyeur. Il tenait les bébés, racontait des histoires, jouait avec eux. Mais quand la nuit tombait, il rentrait chez lui, ouvrait ses livres et étudiait. Sa responsabilité n'avait pas disparu, elle avait été redéfinie. Il n'était plus la dernière ligne de défense. Il faisait partie d'un réseau de soutien qui fonctionnait enfin. Un jour, lors de l'une de ses visites, il regarda la milliardaire et lui confia quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. « J'étais persuadé de devoir porter ce fardeau seul. En réalité, je me trompais totalement. » La grand-mère, tenant l'un des bébés qui atteignait maintenant des étapes de développement qui semblaient auparavant impossibles, ajouta « Vous ne nous avez pas seulement aidés. Vous nous avez montré que les systèmes peuvent fonctionner quand quelqu'un se soucie vraiment. » Les bébés prospéraient.
Les consultations médicales montraient une prise de poids saine, un développement moteur sur la bonne voie, des sourires qui illuminaient n'importe quelle pièce. Ces enfants, qui avaient commencé leur vie dans des circonstances si désespérées, avaient maintenant une vraie chance. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Parce que cette famille n'était pas un cas isolé. C'était un projet pilote. Un test, une preuve de concept. La milliardaire révéla sa vision plus large lors d'une conférence de presse quelques mois plus tard. Cette famille avait été le premier cas. Mais sa fondation avait identifié 47 situations similaires, rien que dans cette ville. 47. Laissez ce chiffre vous atteindre. 47 familles enlisées dans le même cycle infernal de pauvreté, de bureaucratie et de désespoir. 47 Raphaël contraints de sacrifier leur innocence. 47 destins invisibles, dissimulés au grand jour, en attente d'un regard vraiment attentif. Et maintenant ? Maintenant, il y avait un programme. Des fonds alloués, des partenariats établis. Sa fondation travaillait avec le conseil municipal pour développer des programmes de préservation familiale, des systèmes qui maintenaient les familles ensemble au lieu de les séparer, qui fournissaient un soutien avant que le désespoir ne devienne une crise. Et le garçon, il est devenu un défenseur, un porte-parole, quelqu'un qui partageait son histoire non pas pour gagner de la sympathie, mais pour construire la confiance. Il visitait d'autres familles dans des situations similaires et leur disait « Je sais qu'il est difficile de faire confiance. Moi non plus, je ne faisais pas confiance. Je regardais des gens bien habillés faire des promesses, et je pensais « Vous allez partir et je vais rester ici. » Mais parfois, le système peut fonctionner. Parfois, les promesses sont réelles. Sa voix comptait parce qu'il avait vécu cela. Ce n'était pas un bureaucrate avec un discours répété. Ce n'était pas un politicien avec des statistiques mémorisées. C'était un adolescent qui avait mendié sous la pluie avec des bébés dans les bras et qui était maintenant en route vers des études universitaires. Son existence était la preuve qu'un changement systémique était possible. Le message était clair. La compassion individuelle est puissante. Elle peut changer un jour, une semaine, peut-être un mois. Mais la compassion individuelle plus le changement systémique, cela crée un impact durable. Cela transforme non seulement une vie, mais des communautés entières. Cela brise des cycles qui ont duré des générations. 2 ans plus tard, Marina réfléchit à ce jour pluvieux. J'ai failli passer mon chemin ce jour-là, comme tout le monde. Elle fit une pause, regardant par la fenêtre de son bureau. Nous voyons la pauvreté et nous faisons des suppositions. Un garçon mendiant avec des bébés, ça doit être de l'exploitation, pensons-nous. Ça doit être une arnaque. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui. Notre esprit crée des récits confortables qui justifient notre inaction. Elle se retourna, les yeux fermes. Mais derrière cette scène trempée par la pluie se trouvait un adolescent sacrifiant tout pour sa famille. Et la vraie question n'est pas qui s'occupe d'eux. C'est pourquoi nos systèmes forcent les enfants à devenir des pourvoyeurs. Elle se pencha en avant. Combien d'autres sont invisibles parce que nous jugeons avant de comprendre? Combien d'histoires restent cachées parce qu'il est plus facile de détourner le regard? La scène finale montre le garçon, maintenant âgé de 19 ans, portant une toge de remise de diplôme du lycée. Il tient son diplôme, les yeux brillants. À ses côtés, la grand-mère, maintenant en meilleure santé, plus reposée, plus vivante. Et les bébés, maintenant de jeunes enfants qui courent, rient, atteignent des jalons qui semblaient autrefois impossibles. Marina est là aussi, non pas comme une sauveur, mais comme un soutien durable. Elle n'a pas disparu après les gros titres. Elle est restée, a rendu visite, a continué à investir non seulement de l'argent, mais du temps, de l'attention, de la présence. Le garçon la regarde. Vous leur avez donné une enfance. Vous m'avez rendu la mienne. La grand-mère ajoute, la voix chargée d'émotion. Il leur a donné une chance. Vous nous en avez donné une à tous. Le garçon tient son diplôme, la voix ferme. J'ai appris que prendre soin ne se résume pas au sacrifice. C'est accepter l'aide pour mieux prendre soin. Et à ce moment-là, le cercle se referme. La vulnérabilité initiale transformée en résilience. Mais pas une résilience solitaire, une résilience construite sur le soutien, des systèmes qui fonctionnent, et des personnes qui refusent de détourner le regard. Des histoires comme celle-ci se produisent tous les jours, invisibles. Cachées dans les rues que nous traversons rapidement, dans les coins que nous évitons, dans les visages que nous choisissons de ne pas voir. Et chacune de ces histoires invisibles attend quelqu'un prêt à s'arrêter, à vraiment voir, à transformer la curiosité en action qui change des vies. Combien de fois êtes-vous passé devant quelqu'un et avez fait une supposition instantanée? Combien de fois le jugement a-t-il dépassé la curiosité? Combien de fois avez-vous créé toute une histoire sur la vie de quelqu'un basée sur 3 secondes d'observation? Ce garçon était sous la pluie avec des bébés dans les bras, et tout le monde a immédiatement sauté aux pires conclusions. Exploitation, escroquerie, manipulation. Mais la réalité était bien plus nuancée, plus profonde et plus émouvante qu'aucun préjugé rapide n'aurait pu le laisser entrevoir.
Marina l'a découvert parce qu'elle a choisi de poser la question que personne d'autre ne posait. Que se passe-t-il vraiment ici? Si cette histoire vous a touché, imaginez ce qui reste encore caché en pleine vue. Combien d'autres adolescents sacrifient leur enfance parce que les systèmes ont échoué avec eux? Combien d'autres grands-mères luttent seules parce que la bureaucratie est plus importante que l'humanité? Et voici la vérité que cette histoire révèle. La transformation a commencé quand Marina a choisi de voir au-delà des apparences. Pas avec un chèque, pas avec une charité précipitée, mais avec la décision de suivre, de demander, de comprendre, et ensuite de créer un changement systémique qui dure. Vous venez d'être témoin de la façon dont la compassion individuelle devient un impact durable lorsqu'elle est combinée à une action intentionnelle. Comment s'arrêter pour poser des questions peut révéler des vérités qui changent non seulement une vie, mais des communautés entières. Partagez cette histoire, non pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle nous met au défi, chacun d'entre nous, de remettre en question nos propres suppositions, de considérer que peut-être, la prochaine fois que nous verrons quelqu'un en détresse, la question ne sera pas « qu'est-ce qui ne va pas chez eux ?», mais plutôt « qu'est-ce qui ne va pas avec les systèmes qui les ont mis là ?» Et la question la plus importante de toutes, que puis-je faire, pas seulement aujourd'hui, mais de manière durable, pour les changer? Pour découvrir d'autres histoires qui percent l'invisibilité du quotidien, rejoignez-nous. Car chaque parcours que l'on choisit de suivre peut nous révéler bien plus que ce que nous imaginions, sur l'autre, sur nos systèmes sociaux, et surtout, sur notre propre humanité.